Et cette immensité, c'était l'immensité, l'immensité de la mort. Oui, j'arpentais les allées, je dirais même les ruelles, les impasses. J'étais souvent traîné au cimetière par ma mère. Ça m'emmerdait d'ailleurs énormément. Mais je pouvais... Je dirais que je pouvais rien y faire. Un enfant, ça obéit. Même si j'étais un enfant pas spécialement difficile, j'étais à la fois docile et en même temps très, très à vif. Ça a été ça toute ma vie. Ma mère, d'ailleurs, était ça aussi. Mon père, pas du tout. Mon père, il était comme apparemment coulant et très coléreux. J'ai dû me retrouver dans ce cimetière qu'on appelle le cimetière de Boulogne-Billancourt, dont une partie des murs touche ou touchait, je ne sais pas si ça existe encore, aux anciens, en admettant, aux anciens studios de cinéma d'ici les Moulineaux. Et mon oncle, lui, avait été parmi ceux qui m'avaient emmené dans ce cimetière, pas du tout pour aller sur la tombe de quelqu'un, mais on m'avait dit, et tout ça remonte à si loin maintenant. Mon cher oncle, il m'avait dit un matin, j'étais allé chez le boulanger. Et chez le boulanger, j'avais pris 3 croissants. Ma mère m'avait dit, tu prendras dans le porte-monnaie de l'argent pour acheter un croissant pour l'oncle Édouard. Et moi, j'avais pris de l'argent pour acheter 3 croissants. Et il n'y en avait pas 2 pour lui et 1 pour moi. C'était vraiment 3 pour lui. L'enfant que j'étais, sentait, j'en suis absolument certain, l'imminence d'une catastrophe pour lui. Je sentais d'ailleurs la catastrophe absolument partout à ce moment-là. Je m'attendais à tout instant à ce que l'oncle foute le feu à la maison. Je ne sais absolument pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête. Je m'attendais aussi qu'on ramène mon père sur une civière, mort, la tête coupée en 2. Non pas coupée dans le sens de l'horizontale, au cou comme un décapité, mais coupée comme un bœuf. J'avais une haine de Monsieur Braquemont, le boucher. Une haine que je n'ai jamais pu assouvir. Même pendant la guerre et pendant l'occupation, j'ai rêvé, j'ai cherché, j'ai souhaité qu'il devienne collaborateur et qu'on le coupe en 2, de la tête jusqu'au cul. Qu'on ne parle plus de Braquemont, plus jamais de Braquemont, et de Madame Braquemont, qu'on lui enfourne tous les couteaux les plus aiguisés qui soient possibles. Dans le cul, dans le con, dans la gorge, dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. Oh, les ordures de gens. Oui, c'est pas un numéro. Quand on est un enfant, on met d'une telle violence que les adultes, que les parents ne comprennent pas. Mon oncle, puisque je parle de lui. Je n'ai pas envie de m'excuser de remonter sans arrêt dans le passé, de revenir dans le présent. Je m'en fous. Mais mon oncle m'avait dit, je t'emmènerai un jour quelque part. Tu verras. Alors ce mot, quelque part, que je m'exerçais à écrire et que je ne savais pas comment écrire. J'allais si peu à l'école. Et je me nourrissais tellement des mots qui étaient rapportés à la maison. Par la suite, beaucoup plus tard, je devais comprendre que ces mots étaient des mots d'argot, que d'autres mots étaient des mots composites qui étaient le fait de l'imagination de ces gens. De mon père, de ma mère, de ma grand-mère italienne qui composait elle aussi des mots qui devenaient incompréhensibles, sauf pour moi. Je voyais les phénomènes qui s'enchevêtraient les uns les autres. Et un peu plus tard, je disais qu'ils s'enculaient les uns les autres. Ouais, car je n'avais rien contre cet accouplement. J'avais vu l'oncle s'accoupler comme ça avec la pernie. Lui enfoncer un sexe, je n'avais jamais pensé qu'un homme puisse avoir un sexe d'une grosseur et d'une longueur pareille.
Et j'étais convaincu que quand il parlait de sa réforme quant à l'aptitude de faire son service militaire, j'étais convaincu qu'il n'y avait pas eu seulement que ce trou qu'il avait dans le thorax, à la hauteur du sternum. Le trou dans lequel je pouvais nicher mes deux petits poings serrés l'un contre l'autre, peut-être ma tête quand je suis né. On disait ça. Il a été refusé au service militaire, non pas parce qu'il est fou, parce que certains pensaient qu'il l'était, sauf moi, peut-être sauf mon père aussi. Mais moi j'étais convaincu, après avoir vu sa verge, que c'était à cause de ça. De là, chercher, trouver pourquoi une grosse et longue verge serait motif d'élimination à l'aptitude du service militaire de la République française. Va te faire foutre, je m'en fous, mais c'était pas possible. Et pourtant, ça m'avait semblé très possible. Cette chose immense, beaucoup plus grosse et grande que les verges des chevaux quand ils pissaient. Les deux chevaux qui tiraient tous les bidons de lait magie. Où j'allais chercher le lait, le jeudi matin et le dimanche matin. On entendait les chevaux passant sur la chaussée. On les faisait trotter. Mon père disait c'est bien, ça fait du beurre pour le lait. Le fait est que le beurre avait une crème très jaune et que le lait avait la même couleur. Et alors, mon oncle enfonçant. J'avais été long à comprendre qu'il s'agissait d'autre chose que du sexe d'une femme. Mon oncle s'enfonçant doucement. Et Madame Perny, mettant ses deux mains de chaque côté de sa tête à la hauteur de ses oreilles, comme si le cri qu'elle avait dans la bouche devait sortir par là. Ou peut-être que le bruit que faisait en elle ce que défonçait et arrachait mon oncle faisait qu'elle ne voulait pas qu'il sorte. Parce que ce bruit était plus puissant que son propre cri. Je sais pas. Après tout, tout est possible. L'oncle, en tout cas, à la garde, comme j'ai su beaucoup plus tard. J'avais 22 ans, quand j'ai su qu'on pouvait enfiler. Quelle sale expression d'homme. Une femme à la garde, c'est-à-dire que les couilles touchent la peau même de la fente, que ce soit le sexe ou que ce soit l'anus. Mais j'avais vu mon oncle faire. Et mon oncle faisant, je n'avais jamais oublié. Jamais. Et après tout, pourquoi n'aurait-il pas été éjecté d'un possible service militaire qu'il avait horreur de faire? Il avait tout imaginé pour y échapper, y compris se couper un doigt, l'index de la main droite. Et mon père lui avait dit, mais ça serait trop visible, espèce de con, va. Si t'es vraiment mon frère, fais pas ça. Tombe des escaliers, va à l'église et depuis le haut, tombe. Fais-toi une entorse. Et une entorse qui ne sera pas réparable, car personne ne peut dire si tu boites ou tu ne boites pas. Chez nous, quand on ne voulait pas partir au service militaire ni à la guerre, on pouvait tout faire. Mais il y avait une loi à l'intérieur du tout faire qui faisait que le conseil de révision restait quoi devant la blessure, devant la meurtrissure, devant la cicatrice si l'on s'y prenait assez tôt. En fait, l'oncle m'avait dit, c'était encore dans sa chambre, j'ai tellement parlé de la chambre de l'oncle, qu'au fond j'avais deux chambres dans ma vie. Les deux grandes chambres que j'ai eues dans ma vie, les palaces de ma vie. Ça a été la cave avec mon père et ma mère dormant. Mon père et ma mère faisant grincer le matelas et le sommier. Je ne savais pas, je ne comprenais pas, mais j'étais si heureux d'entendre qu'ils bougeaient en dormant. L'autre palace, c'était au dernier étage de cette maison du 5 chaussée du Bon. En 1928, 29, 30, 31, 32, 33, jusqu'à ce qu'il se suicide. Je montais furtivement dans les étages, reniflant partout pour savoir si les femmes et les hommes qui étaient derrière sentaient la pisse et la merde. Si, comme dans les poubelles, dans les grandes poubelles d'ordures,
Le cambouis noir et beige, rouge et brun, c'était celui de leur propre corps. Oh, saloperie. Pas saloperie de propriétaire. Non, je n'ai jamais détesté ces gens. Je les ai haïs. Et j'ai aimé toutes les femmes qui habitaient ces appartements. Je les ai aimées parce qu'ils faisaient travailler ma mère et que ma mère rentrait les joues roses et que je ne savais pas, peut-être. Peut-être un de ces hommes fumant le cigare lui avait-il touché le cul. Et que ma mère gênait, mais enfin un homme, n'étant pas ivre, n'étant pas vomissant, avait imaginé pouvoir faire avec elle ce qu'elle n'était pas prête à lâcher. Ma mère était une vierge à l'extérieur, et à l'intérieur, elle n'avait rien. Mon oncle était un homme fou à l'intérieur, à l'extérieur, il était le saint du quartier. J'étais le seul peut-être à penser ça, avec mon père. Ma mère savait que son beau-frère était un vicieux. Mon père pensait que son frère était la pureté même que lui n'avait pas pu conserver. Je reviendrai là-dessus, je dirai pourquoi je dis ça. Mon père était un homosexuel. Je développerai plus tard. Oui, je développerai. Espèce de con. Va développer l'anus de ton père. Et pourtant, faudra bien que j'en parle. Parce que j'ai besoin de le faire. Parce que mon oncle n'était pas ça. Parce que mon oncle avait dans la main quelque chose qui était gros comme un pieu. C'est pour ça qu'il était fou. Il était mené par son entrejambe, par son sourire aussi, par ses yeux dont l'un des yeux tournait légèrement sur la gauche. Et c'était aussi l'œil de la gauche. Oui, il avait ce beau regard qui faisait qu'il ne vous fixait pas toujours. Quand il fixait d'un œil, de l'autre, il vous oubliait. J'ai longtemps passé des soirées ou des matinées, très jeune, à regarder si vraiment mes yeux ne se séparaient pas, si mon nez n'était pas la limite, la frontière de ma naissance, de ce que mon père allait me dire 40 ans plus tard. Je ne suis pas ton père. Ton père, c'est Artus. Quelle folie que la vie. Ouais. Et alors? L'oncle me dit, je t'emmène. Je t'emmène là-bas, tu verras. Ça, c'est la vie. On est rentré dans le cimetière. Ah, ça, c'était bien, lui. Ça, c'est la vie. On arpente les sentes, les ruelles, les impasses, de tout ce qui mène à la mort. Alors il s'arrêtait de temps en temps, comme ma mère l'a fait beaucoup plus tard. Bon, j'avais 50 ans. Mais c'était pareil que quand j'en avais 10. Ma mère s'armait d'une branche de buis qu'elle avait, disait-elle, fait bénir à l'église. Tiens, à mon œil, ma mère était une menteuse. Elle avait entre les jambes autant de mensonges que dans sa tête. Seulement la pauvre femme, elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme son beau-frère, l'oncle Édouard, qui ne demandait pas mieux. Et peut-être qu'elle ne demandait pas mieux, mais ne pouvait pas. Elle avait des principes. Et ma mère, armée d'une sorte de verge à multiples têtes, vert foncé et brun, comme le sont les volets et les portes des maisons chics. Ma mère arpentait le cimetière avec moi à côté d'elle, me tenant quelquefois par la main, et de son buis béni, elle l'affirmait. Envoyait un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Tiens, c'est Charlotte. Un petit coup de buis. Elle allait encore 10 mètres, 15 mètres. Arrête-toi, Freddy. Elle m'appelait Freddy. Ça, c'est Georges. Tu te rappelles de Georges? Non, maman. Comment tu te rappelles pas de Georges? Georges, celui qui était Watman. Watman. Je me souviens pas, maman. Mais il est mort dans un accident. Un con de camion est venu. Ça l'a écrasé complètement dans la cabine. Ah oui. Ah, je me souviens. La fille, c'était Anne. Voilà, tu vois bien que tu te souviens. Ah, tu me fais plaisir. Viens, je te fais la bise. Eh ben, on va lui donner 3 coups de bénitier comme ça. 1, 2, 3. Fais ton signe de croix. Je faisais mon signe de croix. Mais je le faisais très grand. Un sur le front. Un en bas vers la queue. Un à gauche à l'épaule. Et un derrière l'épaule droite. Ainsi, je me semblais pardonné. Ma mère n'a jamais vu ce que je faisais. Et puis si elle l'a vu, elle devait sourire.
Et puis elle continuait sa marche. Et elle bénissait, non pas toutes les tombes. Quelquefois, devant l'une, elle passait, elle disait: ah, la salope, elle avait fini par crever. Tu te rappelles d'elle? Non. La Charlotte? Pas du tout. Tu te rappelles pas de la Charlotte? Mais t'es complètement idiot. Qui venait à la maison, qui bouffait les gâteaux, tout ce que je mettais dans la boîte, elle se les bouffait. Je m'en rappelle pas, maman. Espèce de petit con. Charlotte, elle avait toujours des jupes très longues. Et puis l'oncle Barry, il essayait de regarder dessous, il faisait tomber sans arrêt sa cigarette. Puis il se mettait à genoux, puis... Tu te rappelles pas de ça? Non, je me rappelle de Marie. Ah, je te parle pas de Marie. Marie, elle était folle de ton oncle. Mais Charlotte, elle était pas folle. Charlotte, elle avait des bouclettes partout. Elle sortait en bigoudi tout le temps. Elle était prête, on ne savait jamais quand elle était prête. Alors elle se mettait un fichu par-dessus les bigoudis. Tu te rappelles pas de son mari? Albert? Non. Ben, il est mort aussi, il est là. Regarde, Charlotte, Albert. C'est les Dupré. Dupré, tu te rappelles pas Dupré? Non. Maman, ça m'est égal. Ah, mais t'as tort. Quand je serai plus là, tu viendras plus alors? Je vais te dire, ici, là, moi je peux mourir demain. On est tous tutus. Tu sais ce que c'est que d'être tutu? Oui, maman. Bon. Mais toi, tu ne l'es pas, mon petit chéri. Viens que je te fasse une bonne bise. T'es pas un vrai tutu. T'es un tutu comme ça. C'est moi, parce que je t'ai trop embrassé dans ma vie. Alors je t'ai passé tous mes petits tutus. Mais t'es mignon. Mon petit chéri, viens, viens, viens. Je me collais contre elle. Oh, j'affectionnais énormément quand ma mère me serrait. Je me collais contre ses jambes, surtout quand elle était debout. J'avais la tête à la hauteur de son ventre. Je poussais. Elle me disait: ah, tu veux encore rentrer dedans? Je savais pas quoi, parce que je savais pas par où ça sortait, par où ça passait. Mais je crois que j'étais sur le point de lui dire: ouais, je vais encore rentrer en toi. J'aurais pu lui dire: dehors, on se fait chier. Mais j'aurais pu le dire, puis j'aurais pu dire: dehors, on est bien. Quand elle m'embrassait, j'avais pas envie de rentrer. Mais quand elle me racontait des trucs, des conneries, quand elle me disait du mal de mon père, moi j'avais pas envie. Puis même 40 ans après, elle me disait du mal du père. Puis quand moi je renchérissais, puis je disais: ouais, il était chiant, elle me disait: tais-toi, t'as pas le droit de dire ça, c'est ton père, respecte-le. On n'arrivait pas à se comprendre. Et pourtant on s'aimait. Alors elle avait fini sa tournée. Plof, 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 plof. 3 coups par-ci, 2 coups par-là. Fait le signe de croix. Quand elle arrivait à la sortie, son buis qui était béni, il était béni pour l'éternité, son putain de buis. Elle le foutait dans la merde, là où les gens avaient jeté les bouquets. Eh ben l'oncle, quand il m'a amené, qui m'a dit: je te montrerai ce que c'est. Là-bas, c'est la vie. Alors là-bas, c'est la vie. On est allé à pied. On est passé par la rue de Sèvres. On a trouvé la rue Gallieni. Alors la rue Gallieni, à droite, je donne des détails, mais moi j'y tiens. Ça menait à la Seine. Et souvent, mon père, il prenait ce chemin-là pour aller non pas à l'usine, mais justement, il faisait comme si... Ma mère, elle sortait beaucoup plus tôt. Puis elle regardait par où il partait. Il partait toujours par la rue de Sèvres. Il était pas fou, le vieux. Puis quand il arrivait à la rue Gallieni, depuis le temps qu'il avait pédalé, la mère, elle pouvait plus le voir. Tournait à droite, il n'allait pas tout droit. La rue de Sèvres, tout droit. Elle arrivait au pont de Sèvres. Puis au pont de Sèvres, c'était Renault. Il tournait un petit peu à gauche, les quais, pof, rue Nationale, place Nationale. Il rentrait l'enfer. Ah, mais il n'allait pas toujours à l'enfer. Il avait son paradis. T'es au bord de la Seine. Bon, allez, basta. Moi, je tournais à gauche, avec l'oncle. Regardez, alors, on file, je redis, on part de la chaussée, on tourne à droite, on prend la rue de Sèvres, hop, on arrive à la rue Gallieni. À ce moment-là, on tourne à gauche, on remonte la rue Gallieni, totale, jusqu'à la place Marcel Samba. Place Marcel Samba, on prend un petit peu sur la droite. Là, il y a la rue... J'ai un trou. Le plan là, la rue Trou, allez. Alors, on prend la rue Trou, et puis la rue Trou, elle tourne pile devant l'entrée principale du cimetière de Boulogne-Billancourt. On pourrait peut-être dire Boulogne-Billancourt, ici les Moulineaux. C'est possible. Nous voilà devant la porte. Moi, je connais. Je lui dis: oh. Je l'appelais tonton. J'aimais bien l'appeler tonton. Oncle Édouard, j'aimais pas. Tonton, c'est le cimetière. Ah, tu savais pas. La vraie vie, c'est là. C'est là qu'il y a tout le monde. Il y a Charlotte, il y a Georges, il y a Bébert. Je vais te mener au bout, là-bas. On est rentré dans le cimetière. Ce qu'il n'aimait pas, l'oncle, c'était me tenir par la main. Il aimait qu'on marche côte à côte. Puis de temps en temps, c'était comme plus fort que lui. Il ouvrait son bras droit, si je marchais à sa droite. Il me prenait par l'épaule, et puis il s'arrêtait, il me serrait contre lui, mais il m'aurait cassé une côte. Puis il me regardait, il y avait une grande casquette, souvent une casquette blanche,
Oh, il n'a pas eu beaucoup de casquettes, peut-être 2 ou 3. Mais il y en a une blanche dont je me rappelle, parce qu'elle était blanche. Elle était large. Il la mettait sur le côté, elle penchait sur son oreille. Il était beau, mon oncle. Puis il me regardait d'en haut comme ça. Puis il me serrait. Moi, j'avais ma petite tête qui était tendue vers lui. Alors on se souriait, puis ça se terminait en rigolant. Hein, mais il m'embrassait pas. Il n'était pas le type à faire des bisous partout, non. Puis il me dit, bon alors voilà, on rentre dans le cimetière. Mais tu vas voir, il y a autre chose dans un cimetière que ce que ta mère t'amène à voir. Tu vas voir, allez, marchons. Alors moi, je reconnaissais un peu des endroits. Je disais, tiens, si tu prends l'allée là à droite, tu arriveras à Charlotte. Ben, il me dit, Charlotte, je lui pisse au cul, tiens. Bon, je lui dis, t'as pas le droit, elle est morte. Oh, oh, on peut pisser au cul des vivants et des morts. Et puis il continuait tout droit. Puis il me dit, tu vois la balle dans le fond, tout dans le fond. Ouais. Il y a un mur, ouais. Bah, ce mur-là, tu sais ce que c'est? Non. Bah, c'est le mur qui sépare le cimetière du studio. Studio. Quel mot magnifique. L'étoile. Le mot qui brille. Le clinquant. Tout est possible. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ça pouvait être le restaurant, le bal. Hein, qu'est-ce que je connaissais qui soit vraiment très bien, dont on parlait à la maison à la fois de façon furtive et en même temps très vive et très aiguisée. Ah, je lui dis, studio, c'est quoi? Studio, c'est ça la vie. Puis on a fini par aboutir. Ruelle, chemin, contour, toc, mur. Alors il y avait des poubelles là. Il me dit, faut monter sur les poubelles. Ça, c'est les poubelles du cimetière. Quand les hôtels sont pleines, ils viennent chercher celles-là qui sont vides. Tu vas voir au-dessus du mur. Monte avec moi. On commençait à monter après les poubelles. Moi, c'était pas facile. Il me tirait, il me prenait par le poignet. Il s'accrochait. On est tombé 2-3 fois avec les poubelles. Puis c'était à l'époque des poubelles en fer, en tôle. Il a même fini une fois par faire comme un grand escalier avec des marches de 80 cm de haut, mais enfin, un grand escalier qui arrivait avec vue complète sur le studio. Or, le studio, c'était pas vraiment le studio, là. C'était la cour du studio. Mais il y avait déjà des appareils, il y avait ce que lui, il appelait des projecteurs, et sans doute il avait raison. Alors, on s'est accoudés. On était vraiment à un pont. Dans notre dos, il y avait la mort. Devant nous, il y avait la vie. Il me donne un petit coup de coude et puis il me dit, alors, qu'est-ce que tu penses, petit? Ben, il n'y a personne, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ben là, peut-être tout à l'heure, peut-être demain, on ne sait pas. Ce qu'il faut, c'est faire attention à ces cons du gardien du cimetière. Ils veulent pas qu'on regarde par-dessus. Mais à cette heure-là, on risque rien. Tiens, tais-toi. Descends un petit peu là, qu'on voit pas trop ta tête. Regarde, il y a des types qui sortent. Ouais. Et alors, tu vois ce qu'ils tiennent? Non. Ils tiennent comme des appareils. Ouais. Ils vont les mettre quelque part en place. Voilà, regarde ce que je t'avais dit. Ouais. J'étais émerveillé, l'oncle y connaissait tout. Il y avait là ça tenait à la fois du pédalier, ça tenait du volant de voiture. Mais au lieu d'être par terre, c'était en l'air. C'était un peu à la verticale. On comprenait rien. C'était des hommes en salopette, bleus, comme des ouvriers. Mais on voyait que c'était pas des ouvriers. Puis il y avait un type en costume qui montrait avec son doigt là, puis là. Puis après, il a sifflé, hein, une sorte de sifflet à roulette. Et puis il y a quelqu'un qui est arrivé aussi. Puis il a dit, moi je me souviens très très bien de ça. Allez, faut venir. On fait les premiers essais. Et l'oncle m'a donné un coup de coude. T'as entendu? Les essais. Tu sais pas ce que c'est, je te le dirai après, mais tu vas voir déjà. Chut, surtout tu parles pas. Tu restes bien comme tu es. Moi j'ai compris là que dans le fond on risque pas grand chose parce que il n'y avait rien de défendu à regarder quelqu'un. On était en haut d'un mur comme si on était à une fenêtre. Et s'ils n'avaient pas voulu qu'on les regarde, ils avaient qu'à faire un mur de 20 mètres de haut. Là, je regardais. Et j'ai vu des femmes qui sortaient avec des robes. Première fois de ma vie.
J'ai jamais vu des robes pareilles. Ah, il m'a dit, la grande, la blonde, là. Oui, je la connais. Bon, c'était pas vrai, j'étais sûr que c'était pas vrai. Il mentait. Mais enfin, il mentait chaque fois qu'il mentait, ça se révélait n'être pas toujours un mensonge. C'est ça, c'était toute la différence avec mon père. Mon père, il mentait, puis paf, on pouvait lui dire, t'as menti, tu fais chier. Fous le camp. On pouvait faire ça, comme un chien. Ma mère, elle mentait pas. Et quand elle mentait, on pouvait pas la piquer. Tandis que mon oncle, quand il mentait, il avait cette chance pour lui que le mensonge devenait à un moment donné, mais 6 mois, 8 mois, un an après, il faisait ça avec ses doigts. Puis il regardait, l'air de dire, tu te rappelles? Et le plus rigolo, c'est qu'on se rappelait toujours de ce qu'il avait dit, soi-disant comme un mensonge, puis qui tout à coup devenait lumineux. Une sorte de majesté qui se développait. Est-ce qu'il avait inventé, puis qu'il avait un magnétisme contre, ou sur, ou pour, ou dans tous les gens? Je sais pas. Ou est-ce qu'il savait tout? Ça, j'avais tendance à croire ça de plus en plus. Et puis il était arrivé beaucoup de gens pendant qu'il me parlait. Une dizaine des hommes, des femmes. Il y avait un petit. Moi je croyais que c'était un enfant, mais non, c'était pas un enfant, c'était un nain. Ah, je l'avais jamais vu, un nain. Moi je voyais ça, un nain. UN. Après, je suis que c'était pas ça. Il m'a dit surtout, tu fais pas de bruit, tu fais rien, tu vas voir. Regarde comment il fait. Qui? Le type qui parle. Il les met en place. Voilà. Un petit peu plus à droite. Voilà. C'est bien. L'autre, il le pousse là-bas. Il tape dans ses mains. T'as entendu? Ouais. Il va leur dire, une seconde, vous révisez. Alors, effectivement, j'avais l'impression. Il faisait comme moi quand je révisais mes leçons. Il pensait. Puis à ce moment-là, ça tape. Puis ça parlait. Ta-la, ta-la-la-la, ta-la, ta-la-la-la. Il me donne un coup de coude. Attends. Et à ce moment-là, c'était... Je sais pas si c'était la merveille ou l'horreur, mais ça a commencé par une femme qui s'est mise à parler en ouvrant les bras et en parlant très fort. J'entendais tout, je comprenais rien. Puis l'homme à côté parlait pareil, il marchait, se mettait comme en colère, la prenait, et on voyait la poitrine de la bonne femme qui sautait. On coupe, arrêtez. Pourquoi? Je sais pas. Il les replaçait ailleurs, il leur indiquait un endroit. On repart. Au bout de 10 minutes, j'en avais marre. Lui, l'oncle, il bavait littéralement. Il m'a dit, si t'es fatigué, descends, fous-toi en bas. Il y a de l'herbe, allonge-toi. C'est ce que j'ai fait. Je suis descendu. J'entendais vaguement. Est-ce que c'était les morts qui parlaient et qui tapaient dans leurs mains avec les os? Ou est-ce que c'était l'autre, le bonhomme, le grand, un peu rouquin, qui faisait tout ce raffut? Moi, je me suis un peu perdu. Je me suis pas endormi. Oh non, j'étais pas fatigué au point de m'endormir. Mais je comprenais pas ce qui se passait. Ça a duré si longtemps. J'avais froid. Je voulais qu'il descende. J'étais à l'ombre, dans l'ombre. Le soleil n'avait jamais donné de ce côté. Je m'étais assis, bien sûr, dans l'herbe, mais j'avais le cul mouillé. À un moment donné, je lui ai dit, « Oh, l'oncle, j'ai froid, moi. » J'arrive. Il est descendu. « Tu as froid ?» Il a mis sa main en dessous moi, sous mes fesses. « Mais t'es tout mouillé, mais espèce de petit con, tu t'es pas rendu compte que c'était mouillé par terre? Fallait t'asseoir sur tes talons, ou bien fallait prendre un couvercle de poubelle, puis te mettre dessus. Bah, t'as le cul mouillé, allez, faut qu'on rentre à la maison. » Ah, pourtant, ça, t'as pas compris ce qu'il y avait là-haut? Oh, c'était, mais si t'avais regardé, puis t'aurais été mieux à regarder, t'aurais pas été mouillé. Et puis voilà, on était revenus, on avait retraversé tout le cimetière. J'avais mon pantalon qui me collait aux fesses, j'avais des frissons. Lui, il arrêtait pas de faire comme s'il était là-bas derrière, le mur. De temps en temps, il regardait, il secouait la tête, l'air de me donner des reproches un peu, des remords aussi.